20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Calmer le jeu pour pacifier le jeu politique. C'est en substance ce que recommande Alioune Tine à l'État. Une recommandation formulée suite à la montée de tensions constatée au sein de l'arène politique au fur et à mesure que les élections locales se rapprochent. Pas question de sacrifier leur espace de détente et de loisirs, fût-il même pour aménager des logements à leur père. Les étudiants qui pratiquent le sport à l'UCAD sont formels. Ils ne veulent pas de la construction de pavillons dans le stade. Du côté de l'administration, il n'y a pas encore péril en la demeure. Des négociations sont en cours et l'affaire devrait connaître un dénouement positif. Et il faudra encore du temps aux journalistes avant d'étrenner le nouveau code de la presse. Le gouvernement vient de demander son retrait de l'Assemblée nationale. Raison invoquée, la réalisation d'une étude avant le renvoi du texte à l'hémicycle. Et puis, femmes, êtes-vous bien représentées par celles qui vous défendent ou comment se porte le leadership féminin au Sénégal? Des questions qui font l'objet du focus de ce mardi et dont nos reporters tentent de trouver réponse. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec la mort d'Hassane Traoré, un homme âgé de 66 ans qui s'est brusquement écroulé ce lundi aux environs de 17h dans l'atelier de son tailleur. Au moment où il se faisait retailler ses habits, nos reporters ont tenté en vain de recueillir le témoignage du tailleur. Seul un voisin a accepté de parler. Voici son témoignage. Moi, je suis l'ami du propriétaire du magasin où l'homme est décédé. Il était venu acheter des tissus et avait ensuite besoin d'un tailleur. C'est pendant qu'il attendait le tailleur qu'il a rendu l'âme sur les lieux. C'est ce que m'a rapporté mon ami. Je lui ai conseillé de ne pas déplacer le corps tant que la police ou les journalistes ne sont pas présents. Moi, je n'étais pas là au moment des faits. C'est la foule qui m'a alerté. La victime était un homme. C'est tout ce que j'en sais. Avec une montée de tension constatée au fur et à mesure que les élections locales se rapprochent, le Comité sénégalais des droits de l'homme formule des recommandations aux acteurs de la vie politique. Alioune Tine recommande à l'État de créer les conditions de dialogue, aux partis politiques de bannir la violence et à la société civile de consolider son rôle. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Salimata Aoussek et Mardien. Ce qu'il y a aujourd'hui et qui est inquiétant, c'est que nous avons une violence qui est multiforme. Elle est politique, elle est sociale, elle est économique. Et c'est une violence également qui se manifeste de façon verbale, qui se manifeste de façon physique et de façon matérielle. C'est une violence qu'on trouve aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Les acteurs politiques, doivent bannir surtout les violences qui portent sur l'intégrité physique des personnes. Demandez maintenant aux citoyens sénégalais de se lever comme un seul homme pour rejeter la violence. Demandez aux médias d'amplifier toutes les initiatives de nature quand même à sauvegarder l'intérêt public, à sauvegarder l'intérêt général, à promouvoir la paix, à promouvoir la démocratie, à promouvoir la tolérance. Nous vous l'annoncions en titre, le gouvernement a demandé le retrait du projet du Code de la presse de l'Assemblée nationale en vue de mener une étude, a annoncé ce mardi le président de l'institution, Moustapha Niasse, qui a indiqué que le texte reviendra à l'hémicycle après la réalisation de cette étude. Moustapha Niasse s'exprimait lors de l'examen du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité sur la concurrence, sur le commerce des armes. Une information de nos confrères
confrères de l'APS. Et puis à l'université Cheikh Anta Diop, le projet de construction de pavillons dans le stade universitaire divise les étudiants. Pour les férus de sport, pas question de sacrifier leur lieu de détente au profit de logements destinés aux étudiants. Ces derniers sont allés jusqu'à accuser le recteur de l'université Cheikh Anta Diop d'être de mèche avec les promoteurs. Léopold Zalé est vice-président du DUC. Il est au micro d'Aliou Kane et Modou Diop. Pourquoi? La question que la communauté universitaire se pose, c'est que pourquoi ils ne peuvent pas reconstruire sur les sites qui sont là et qui n'attendent qu'on construise dessus. Moi, j'ai l'habitude de dire que la grandeur d'un homme est assujettie à sa parole. La parole doit être sacrée pour un homme. Les grands hommes qui ont marqué l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, même s'ils ne sont plus de ce monde-là, c'est leurs discours qui sont restés gravés dans la mémoire collective de l'humanité. Et ça, c'est très important. Quel est le degré d'implication des autorités de l'université? Mais écoutez, mais évidemment que ceci a été fait en étroite collaboration, le ministère de l'enseignement supérieur et le rectorat. Mais ils ne peuvent pas venir ici. Le stade là n'est pas du domaine du COUD. Ce n'est pas pour le centre des œuvres universitaires, c'est pour le rectorat. Donc évidemment que si le ministre a décidé de construire des pavillons ici, cela veut dire qu'ils sont vus avec le recteur qui a cautionné. Et accusé d'être complice des promoteurs dans cette affaire, le recteur de l'université que nos reporters sont allés trouver les a redirigés vers le département des œuvres sociales. Sur place, le responsable du département a apporté des éclairages pour Khalifa Babacar Diagne. Des pourparlers sont en cours et l'affaire devrait connaître un dénouement positif. Nous écoutons le chef du département des œuvres sociales du COUD. Il est au micro d'Aïssatou Païfal. Dans ce site, on doit construire un pavillon avec une capacité d'accueil de 1444 lits. Et vous savez qu'ici à l'Université de Dakar, la denrée la plus rare, c'est le lit. C'est la raison pour laquelle il va de soi que le projet a un intérêt par rapport aux étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'autre problème, c'est qu'il y a une communauté sportive qui est là et qui pense qu'un tel projet ne devrait pas être érigé au niveau du terrain de sport. Je rappelle que le projet ne touche pas en tant que tel le terrain de football. C'est une petite partie de la réserve foncière du stade qui sera utilisée pour la construction de ces pavillons. Et même dans le cadre du projet, il y a des mesures d'accompagnement pour réfectionner le stade et améliorer la qualité de l'infrastructure. C'est la raison pour laquelle, depuis ce matin, nous avons eu à tenir au moins 2 réunions sur la question avec les acteurs concernés. 600 milliards mobilisés sur les 3729 milliards de francs CFA promis par les bailleurs de fonds pour financer le plan Sénégal émergent. Une annonce d'Amadou Ba, patron du ministre des Finances. Amadou Ba s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de signature de convention avec le représentant résident du PNUD, cérémonie au cours de laquelle une enveloppe de 868 millions de francs CFA a été dégagée pour le bureau opérationnel du suivi du PSE. Amadou Ba, le ministre des Finances, que nous écoutons au micro de Chérif Dia. Le programme des Nations Unies pour le développement apportera une contribution d'environ 1 milliard de francs CFA. Ce programme, qui entre dans le cadre de la concrétisation des engagements financiers d'un montant de 110 milliards que le système des Nations Unies a annoncé au groupe consultatif, plus de la moitié du PSE est financé à partir de nos ressources internes. La mise en œuvre de ce plan est bien amorcée au regard de la progression de la mobilisation des promesses de financement du PSE. À la rencontre du groupe consultatif de Paris, les partenaires techniques et financiers du Sénégal ont exprimé leur adhésion au PSE à travers des promesses de financement d'un montant global de 3 729 milliards de francs CFA. 3 mois après la tenue du groupe consultatif, un montant de 685 milliards 45 millions de francs CFA a été mobilisé pour le financement des projets inscrits dans le plan d'action prioritaire du PSE.
Nous quittons la capitale en tournée dans le département de Linguère. Idrissa Seck réitère ses déclarations choc à l'endroit du régime actuel. Selon le leader de Réumi, la famille règne sur les populations du monde rural, une situation qui pousse les populations à recourir aux aliments de bétail. Idrissa Seck que nous écoutons au micro de Modumbaï. Je les interpelle à venir se préoccuper des vivres de soudure des populations rurales. Ali Saleh Diop m'expliquait qu'il y a 2 semaines, il était en tournée vers Kamb et dans un village avec beaucoup de générosité, les maisons visitées n'avaient à lui offrir que du tchéré rakal, du couscous agrémenté par une sauce à base de rakal qui est un aliment de bétail. C'est une situation très grave et très douloureuse et j'interpelle le gouvernement du Sénégal, au lieu d'avoir la tête dans les nuages de l'émergence, de venir régler les problèmes des forages en panne. Et puis, dans certains quartiers de Grand Yoff, difficile d'y accéder sans se boucher le nez. Les eaux usées ruissellent de partout et hantent le sommeil des habitants. Des maisons ont été envahies. Le collège privé Le Damel n'y a pas échappé non plus. Et sur place, les responsables de l'établissement ont suspendu les cours pour justement éviter aux élèves tout risque de maladie. Chérif Dia, Tcherno Laurent Mendy. Il n'y a presque pas eu cours au collège Les Damel de Grand Yoff depuis une semaine. Ce n'est pas à cause d'une grève, mais de ces eaux usées qui ont envahi la cour et les salles de classe. Nous sommes envahis par les eaux. L'école est envahie, toutes les classes sont envahies. Depuis le matin, j'appelle à l'ONAS, c'est la 6e fois que j'appelle, ils ne se présentent pas. Nous sommes obligés de libérer nos élèves là pour problèmes de sécurité et de santé. Des élèves en contact avec ces eaux dégageant une odeur nauséabonde, les responsables de l'établissement tirent la sonnette d'alarme. Il y a 6 élèves là, il y a au moins 350 élèves. Donc nous sommes envahis par les eaux. Et vous savez, le problème de santé c'est primordial. Ces eaux viennent à côté de la maison voisine. La maison voisine est bouchée. Ils sont venus pour faire cours, mais finalement ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire cours parce qu'ils ne pouvaient pas respirer cette terre-là. C'est pas bon pour notre santé là. Dans cet immeuble aussi, les résidents cohabitent difficilement avec les eaux usées. Ils ne cachent pas leur colère contre l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Depuis jeudi dernier, j'ai appelé l'ONAS. Depuis lors, elle n'est pas venue. Cela montre qu'elle ne travaille pas. L'eau vient du canal d'évacuation. C'est dangereux pour la santé des résidents. C'est insupportable. L'ONAS appelait à régler au plus vite cette lancinante question des eaux usées qui hantent le sommeil des populations de Grand Yoff. Elle encourt le risque d'attraper des maladies, surtout les enfants. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre unis pour régler la problématique de la gestion du foncier avec comme objectif la sécurisation des terres pour attirer les investisseurs privés. Au Sénégal, les autorités comptent sur l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent pour régler le problème du foncier. Fatima Taba, Diafaraba. La question foncière au menu de cette rencontre d'experts venus de la sous-région, éviter les conflits fonciers et sécuriser les terres, c'est l'objectif de ce séminaire initié par l'Agence française de développement et la SAED. La problématique foncière est un enjeu capital pour les pays d'Afrique avec tout ce que vous avez entendu dans le monde rural. Raison pour laquelle l'AFD qui appuie un ensemble de pays dans la même problématique et a jugé opportun effectivement d'appuyer la tenue de cet atelier. La problématique de la gestion foncière est plus observée dans le monde rural. Les élus locaux y accordent une importance capitale. La plupart des difficultés viennent du fait que pratiquement on n'a pas une réelle maîtrise, on n'a pas les outils qu'il faut pour avoir une réelle maîtrise de ce foncier. Quand on parle de développement à la base, c'est un développement des particuliers, des familles, mais aussi ça ne peut pas se limiter à l'agriculture familiale.
aujourd'hui, pour asseoir un développement local, il faut attirer d'autres investisseurs. La question foncière constitue un frein au développement en Afrique. Le Sénégal pourrait s'en sortir avec l'acte 3 de la décentralisation et le plan Sénégal émergent. La question de la terre, elle est à la fois centrale dans chacune de ces deux initiatives et elle est très clairement à la convergence de ces deux initiatives. Cette question foncière, le problème de la terre, conditionnera dans une très large mesure à la fois le succès du plan Sénégal émergent et l'efficacité de la décentralisation dans le cadre de l'acte 3. Ce séminaire sur le foncier dans les territoires ruraux d'Afrique de l'Ouest et du Centre se poursuit jusqu'au 6 juin. L'objectif est de sécuriser les terres afin d'attirer les investisseurs privés. Fin de journée difficile pour les bus Tata qui, après avoir roulé du matin au soir, n'ont pas où se garer. Une situation qui s'explique par le manque d'espace aménagé à cet effet. Et pourtant, il faut bien se garer après une rude journée de travail. Alors les chauffeurs finissent dans des terminus improvisés. Pour ces derniers, le renouvellement du parc automobile tantôt annoncé par le gouvernement peut encore attendre. L'urgence, leur trouver des terminus qui correspondent à leurs normes. Reportage Nafissatou Silla. Le terminus pour les bus Tata qui n'en ont presque pas est un véritable casse-tête. Un peu partout dans la capitale, ces transports en commun ont érigé leur propre terminus. C'est le cas au Mamel pour la ligne 61. Nous n'avons aucun endroit où faire nos besoins. Nous nous asseyons sous le soleil. Cet espace ne nous appartient pas et le maire peut nous déguerpir à tout moment. En plus, cette place ne peut pas contenir tous les bus de la ligne 61. À Kermassar, nous squattons le terminus de la ligne 11 de Dakar-Demdik et nous dérangeons. Autre terminus improvisé, la devanture du campus universitaire de l'université Cheikh Anta Diop. La ligne 24 subit aussi des difficultés. L'avenue Cheikh Anta Diop même lui sert de garage. Quand les étudiants font la grève, ils caillassent nos véhicules. Nous sommes sur la chaussée et ce n'est pas sûr. Nous gênons la circulation. Aucun terminus n'est aux normes. Le gouvernement du Sénégal entend renouveler le parc automobile et pour les conducteurs des bus Tata, de meilleures dispositions doivent être prises à l'avance. Avant de renouveler le parc automobile, il faut d'abord nous trouver des terminus, aménager des places spacieuses. Ici, nous restons soit dans nos véhicules, soit devant les domiciles et nous dérangeons souvent. Il faudrait des terminus qui répondent aux normes pour les chauffeurs et les clients. L'hivernage approche et aucune disposition n'est prise. Ici, ce n'est pas un terminus, c'est la chaussée. Rien n'est normal au départ comme à l'arrivée. Depuis quelque temps, le nombre de bus Tata a augmenté de façon assez importante. La réglementation de ce secteur s'impose pour éviter un désordre permanent. Les femmes à l'honneur dans notre focus d'aujourd'hui avec cette question: comment se porte le leadership féminin? On pourrait penser qu'il se porte bien au regard des efforts consentis par nos autorités pour instaurer la parité, mais la réalité est souvent différente sur le terrain. Les femmes pas encore assez représentées au niveau des instances de décision. Les quelques rares qui montent au front pour s'exprimer sur la marche du pays sont généralement des politiciennes. Maïmouna Ndiaye. Les journalistes éprouvent d'énormes difficultés à convier les femmes sur les plateaux de télévision ou des studios de radio pour des débats. Ousmane Sen en est un. La preuve en est que même mon dernier débat sur la parité, on avait cherché et pendant près de 72 heures à équilibrer ce débat et on a eu beaucoup de difficultés pour avoir 2 femmes et 2 hommes, ce qui veut dire que donc les femmes ne sont pas toujours donc faciles aussi à avoir dans les débats. Cette situation pose le problème du leadership féminin, surtout dans les partis politiques où les porte-paroles sont souvent des hommes. Cela s'explique, à mon avis, du fait que les hommes sont beaucoup plus actifs sur le terrain. Et ce sont eux qui vont vers les médias, parce que dans la plupart des cas, les hommes ont beaucoup plus de relations avec les journalistes que certaines femmes politiques. Et dans les partis politiques aussi, nous journalistes, quand on organise un débat, et qu'on appelle par exemple un parti politique, on sollicite un parti pour qu'il nous envoie un représentant, dans la plupart des cas, ces partis-là, c'est des hommes qu'ils envoient. Donc ce n'est pas de notre responsabilité. Cette absence dans les débats publics serait liée en grande partie à l'analphabétisme.
les femmes sont un peu limitées dans la mesure où on a déjà un problème de scolarisation, on a un problème d'alphabétisation. Je ne sais pas maintenant si c'est lié à ce problème que la représentativité pose problème. Cette capacité d'analyse réduite chez la jeune féminine est sans doute liée à une mauvaise interprétation de la situation. Conséquence, elle manque de visibilité dans leurs différentes activités. Et toujours en réponse à cette question sur l'état actuel du leadership féminin, 2 femmes leaders dans leurs domaines respectifs se prêtent au jeu. L'une est députée maire de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, l'autre est commerçante à Matam. Toutes deux pensent que le leadership féminin se cultive. Toutefois, selon la première interrogée, Seynabou Wade, la parité est un acquis qui ne devrait pas compromettre nos réalités socio-culturelles. Ibrahima Kamara. Le leadership féminin augurerait de bons espoirs. Dans un Sénégal où les femmes s'activent dans plusieurs domaines, selon Seynabou Wade, député maire de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, les femmes sont bien à jour. Si vous prenez par exemple les femmes de ma génération, vous n'en verrez pas beaucoup d'universitaires. Mais actuellement, alhamdoulilah, nos enfants sont tous à l'université. Et donc, il n'y aura pas plus ce problème. Plus loin de Colobane, à plus de 800 km d'ici, nous voici à Matam, dans la commune de Dembankane. Tako Bacha, femme commerçante, affiche ses ambitions. Il ne faut pas se sous-estimer. Chaque femme doit s'imposer dans son domaine d'activité. Et avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Moi, je lève ma voix là où j'ai un mot à dire sur la gestion de la cité, tout en restant fidèle à mes principes. Seynabou Wade, femme intellectuelle et députée maire d'une localité dans une zone urbaine, et une femme rurale au fin fond du Sénégal. Chacune plaide la cause féminine à sa manière. C'est pour vous dire que n'est pas leader qui veut. Et s'il y a une femme, quel que soit son niveau, quelle que soit sa formation, si elle ne croit pas en ça, elle ne sera jamais leader. C'est en 1989 que j'ai commencé le commerce de beignets. J'ai beaucoup réalisé avec. Aujourd'hui, mon chiffre d'affaires est supérieur à 1 million de francs CFA, toutes mes activités commerciales réunies. Les femmes leaders s'affichent de plus en plus au Sénégal. La parité incarnée par l'État doit être sous-tendue par le mérite, afin de ne pas mettre entre guillemets nos réalités socioculturelles selon ces femmes. Et nombreuses sont les organisations féminines qui placent la condition de la femme au cœur de leurs préoccupations. Alors, mesdames, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous vous retrouvez dans le discours de ces mouvements féminins? Alors, Sarah, on aurait aimé ce soir recueillir l'avis de toutes les femmes qui nous regardent, mais n'ayant pas l'opportunité de vous tendre le micro à toutes, seuls quelques d'entre vous se sont exprimés devant la caméra de notre reporter Aminata Mbaresso. Voici son reportage. Elles sont femmes, elles s'activent dans des secteurs différents. L'engagement de certaines d'entre elles dans la cause féminine, un point diversement apprécié. En tant que femme, je dirais oui, et je dirais oui que je m'y retrouve, parce qu'en tant que femme, je trouve que ces organismes sont les bienvenus pour nous. Nous sommes arrivés à un moment où la femme doit s'imposer, apporter sa contribution dans les instances de décision. Pour Gina, artiste, la plaidoirie de certaines femmes relève de l'utopie. Je suis féministe, mais pas à 100%, parce que je dirais qu'il y en a qui veulent, entre parenthèses des femmes, je dirais, qui veulent être au devant, alors que même dans la religion, ce sera toujours l'homme qui sera devant. À la Fédération des associations féminines du Sénégal, les préoccupations du monde rural sont prises en charge. La Fédération a organisé les femmes dans les régions. Nous les assistons, surtout si vous allez dans le côté du monde rural. Chaque année, on achète des semences pour aider ces femmes qui sont plus pauvres, qui sont plus exposées. Parce que si vous voyez, les femmes rurales sont les plus exposées. Ils ne sont pas au courant, voilà. Qu'on les sensibilise, qu'ils viennent un peu plus vers ces structures, qu'on leur parle, qu'on leur sensibilise comme ça. Quand elles auront des problèmes, je parle entre guillemets de la violence faite aux femmes, qu'elles viennent plus souvent parce qu'elles ont souvent peur et elles ne savent pas comment accéder ou elles ne savent pas comment approcher ces structures. L'accès à la terre, le respect de la parité, la liberté et l'épanouissement des femmes, autant de défis
à relever pour les organisations féminines. C'est parti pour le sport et nous parlons foot avec l'équipe de Yego qui est officiellement reléguée en Ligue 2 après leur défaite sur le score de 4-0 face à NGB lors de la 23e journée de Ligue 1. Les Sikapois qui accusent 10 points de retard sur le premier non relégable Sunéor à 3 journées de la fin ont perdu tout espoir de pouvoir se sauver. À présent, des nouvelles du Casasport, Léa. Tout à fait, Sarah. Le Casasport qui a battu l'US Wakam 1-0 lors du dernier match de la 23e journée de Ligue 1. Un résultat qui confirme la trajectoire actuelle des deux équipes puisque le Casasport surfe sur une vague positive alors que Wakam traverse plutôt une zone de turbulence. Compte rendu, Abdoulaziz Khan. Wakam Casasport ou deux équipes au destin opposé. Si les Ziguinchorois restent sur une phase ascendante avec 7 matchs sans défaite, le club wakamois traverse à l'opposé une mauvaise passe avec 7 rencontres sans victoire, dont 5 défaites. Et lors de leur confrontation pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, les courbes ne se sont pas inversées. Ce penalty de Lamine Fane permettant aux Casacés de s'imposer sur la plus petite des marches. Le discours qu'on a un peu amélioré en faisant croire aux enfants que vitesse ne rime pas avec adresse et puissance ne rime pas avec précision. Nous sommes l'équipe qui crée le maximum d'occasions. Aucune équipe ne peut nous empêcher d'avoir 3 occasions par match. Vous avez vu aujourd'hui. Mais combien on va mettre là-dedans? 1 but, 2 et parfois même 0. On a fait croire aux gars, j'ai dit aux garçons, il y a une chose, 50% de la performance, ce sont les joueurs. L'entraîneur n'est que 25%. C'est vous. À Wakam, le départ avorté de Malik Diop n'a pas provoqué un électrochoc. Il faut voir les choses autrement. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a joué avec seulement 2 joueurs qui ont plus de 20 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le club était en redressement et que le club se prépare pour les années à venir. Il y avait 2 joueurs, il y avait Karim Sané et Papangan Diallo qui étaient des joueurs de plus de 20 ans. Donc on a joué avec un groupe qui a moins de 20 ans. Donc c'est de bon augure pour l'année prochaine. À la fin de la phase aller, Wakam s'installait solidement sur le podium de Ligue 1 alors que le Casa végétait dans la zone rouge. Aujourd'hui, à 3 journées du terme du championnat, les Casacés sont sur le podium alors que les Wakamois ont reculé jusqu'à la 7e place. Et des nouvelles de la préparation du mondial à J-9. Pas de bol pour la Colombie. Leur attaquant vedette Falcao déclare forfait pour le mondial alors que toutes les listes des 23 des 32 nations sont révélées. C'est un récit signé Mamfatounoui. Comme redouté depuis longtemps, l'attaquant international colombien ne participera pas au Mondial 2014. La star du club français Monaco en stage de préparation avec la sélection de Colombie a déclaré forfait. Il a révélé sa décision au cours d'une conférence de presse disant qu'il ne veut pas prendre la place d'un autre alors qu'il n'est pas à 100%. Falcao s'était blessé face à Chasselet en Coupe de France le 22 janvier dernier. Un autre joueur n'est pas encore sûr de fouler le sol brésilien. Il s'agit de la vedette de l'équipe de France, Franck Ribéry. Souffrant d'une lombalgie chronique, l'attaquant des Bleus est toujours dans la liste officielle du sélectionneur Didier Deschamps qui a jusqu'au 14 juin pour le remplacer. Mais à en croire les médias français, si Ribéry ne participe pas au match amical de la France contre la Jamaïque, il ne verra pas le Brésil. Et pour cette Coupe du Monde, toutes les listes de 23 joueurs des 32 nations sont désormais connues. Les sélections africaines n'affichent pas de grandes surprises, sauf pour le Nigeria où on note l'absence de Sendemba, grand artificier de la victoire finale nigériane lors de la CAN 2013, et l'arrivée de Shola Ameobi, l'attaquant de Newcastle. La non-sélection de Seydou Doumbia, meilleur buteur du championnat russe, du côté des éléphants de la Côte d'Ivoire, constitue également une petite surprise. La 4e édition de la randonnée pédestre de la ville de Dakar a placé sous le thème de Dakar ville propre a reçu la participation de plus de 7000 Dakarois selon Libas Diong, président du comité régional de la randonnée pédestre de Dakar. Il est au micro de Cher Sadibou Diarra. Qui doit protéger l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons, en intelligence avec la direction des sports de la ville de Dakar, arrêté le thème de Dakar ville propre.
Merci à tous les randonneurs, à toute la population de Dakar qui a répondu massivement à cette 4e édition qui sera effectivement très belle. Tous les 52 clubs du CRP de Dakar ont répondu aussi. Nous avons aujourd'hui quelques 2000, 3000 enfants de la ville de Dakar qui, au bas âge, sont en train de nous suivre partout dans les dimanches de randonnée pédestre. Cela veut dire aujourd'hui que ces enfants vont grandir avec un esprit sain, dans un corps sain. Et nos médecins de la randonnée nous disent que quand on fait 2 heures de marche, on a 8 jours de santé. Nous avons dépassé le stade de massification. C'est la raison pour laquelle, dans nos randonnées ordinaires du dimanche, nous enregistrons quelques 1500-2000 randonneurs. Mais chaque fois pour la grande randonnée, nous dépassons le cap des 7000 randonneurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le 0h qui sera assuré par Chertidiane Diao. Après ce journal, vous aurez Moustapha Gueye et Mati dans l'œil du tigre et l'info continue sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. À demain. À demain. À demain à tous qui nous ont suivis. Merci et bonne soirée sur cette antenne.